Bonjour, on va commencer la première session de cette journée d'études du GREN avec deux interventions qui portent sur l'utilisation du machine learning ou de l'intelligence artificielle pour aborder des problèmes d'édition. Je vais d'abord passer la parole à Johanna Galeron, qui est professeure de littérature française et d'humanité numérique à l'université Sorbonne Nouvelle. Johanna est spécialisée dans la création de corpus théâtraux, dans l'encodage de la lexigraphie, ainsi que dans l'analyse littéraire assistée par ordinateur. Elle est membre du consortium Cahiers, où elle travaille à la mise en place de différents guides de bonnes pratiques pour les éditions numériques, la férisation des données et la caractérisation des textes au moyen d'une typologie, notamment. Et récemment, elle a publié avec Fatia Imande un article intitulé Digital Humanities as a Critique of the Humanities dans la revue World on Text. Yona Galeron participe également à l'ANR Henri Banage de Beauval, qui consiste à éditer en fait, la réédition du dictionnaire universel de Furtière. Et je pense que sa communication portera précisément sur ce sujet. Elle s'intitule La notation des étymologies dans le dictionnaire universel. Quel modèle éditorial pour gérer l'entropie informationnelle? Bon, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Je passe un... J'espère que vous voyez bien. Merci pour cette introduction. Je profite pour faire un petit peu de publicité parce que le consortium Cahiers organise également son colloque final début juin et avec un petit peu de chance, peut-être un présentiel à Bordeaux. On croise les doigts. C'est beau de rêver par les temps où nous sommes. Il y aura aussi une version à distance. Je vais effectivement parler du dictionnaire universel et des difficultés d'annotation qu'il a posées, et je vais essayer également de me lancer un petit peu vers une autre question qui est celle des difficultés de représentation en ligne, du travail que nous avons fait et des complexités des résultats que ce travail a fait ressortir. Alors, j'ai un plan tout à fait simple. Je vais d'abord parler de ce dictionnaire universel qui ne doit pas être connu à tous les participants. On va ensuite se focaliser sur les étymologies dans le dictionnaire universel, et c'est là que je vais expliquer ce que j'entends par entropie informationnelle, et on va essayer de voir quelles sont les quelques solutions qu'on a pu mettre en place dans le cadre du projet Banage. Donc, c'est dans la troisième partie que j'arriverai à la question de la visualisation des informations, qui est une véritable question en soi. Alors, le dictionnaire universel, en fait, c'est une série. Il y a des dictionnaires universels. Le premier d'entre eux est publié en 1690 par Antoine Furtière. L'histoire est relativement connue. Antoine Furtière, membre de l'Académie française, commence par travailler avec l'Académie française au dictionnaire de l'Académie française, mais très rapidement, il s'avère qu'il a une vision très divergente de ce que c'est un dictionnaire. Il fait partie de ceux qui considèrent qu'un dictionnaire doit enregistrer l'usage et ne doit pas être le porte-parole d'une norme. Il y a d'ailleurs un autre problème qui est celui de la lenteur. Il y a la blague qui circule bien à l'époque. Il y a une épigramme d'époque qui dit, bon, le dictionnaire de l'Académie française est actuellement à la lettre B. Si Dieu, les dieux me feraient un grand cadeau de m'annoncer que je serais encore en vie à la lettre G. Donc, c'est vrai que ça dure depuis très longtemps. Il est commencé en 1632. À 1690, il n'est toujours pas fini. Et finalement, donc, Furtière prend les choses en main. Il écrit tout seul un dictionnaire qu'il va finir par publier à l'étranger, en Hollande, parce qu'en France, il n'a pas le droit. L'Académie française se rebiffe tout de suite et s'oppose à l'accord d'un privilège. Ce n'est cependant pas sur cette version-là du dictionnaire universel que nous travaillons dans le cadre du projet ANR Banage. Nous travaillons sur la deuxième édition qui est parue en 1701, toujours à Rotterdam et à La Haye, revue, corrigée et très considérablement augmentée par Henri Banage de Beauval. Dès 1702, on a une édition pirate du dictionnaire universel qui est faite en France à partir du Banage.
Banach de Beauval lui-même, en 1708, va répondre avec une troisième édition. En fait, va répondre, je ne l'ai pas mis pour ne pas rendre les choses plus confuses, mais en fait, le dictionnaire universel est plagié en 1704 par le dictionnaire de Trévoux, qui reprend, on est en train de compter, parce qu'on est en train de numériser également le dictionnaire de Trévoux. Actuellement, à la louche, on va dire 90% du dictionnaire universel passe dans le dictionnaire de Trévoux, très clairement. Et donc, Banach de Beauval essaye de recorriger son dictionnaire pour concurrencer cette concurrence déloyale qui lui est faite par Trévoux. En 1710, quand il meurt, il est en train de refaire une quatrième révision du dictionnaire. À sa mort, le dictionnaire universel passe par une phase de turbulence puisque les éditeurs aussi, Arnaud et Régnier Lers, meurent à leur tour et leur fonds est racheté par d'autres éditeurs qui confient une révision à Brutel de la Rivière, qui fait une autre révision en 1725 et une dernière révision en 1727. Et puis après, clairement, les éditeurs jettent l'éponge. C'est une entreprise trop considérable. Et entre-temps, en France, le dictionnaire de Trévoux a fait lui-même d'énormes progrès et il est devenu la référence. Donc, le dictionnaire universel se perd dans les sables, même si on est en train de montrer dans le cadre du projet qu'en fait, il a considérablement, énormément inspiré l'encyclopédie de Chambers et que par la suite, en fait, il a inspiré l'encyclopédie. En fait, l'encyclopédie Diderot d'Alembert a ses racines dans le dictionnaire universel, dans la formule pensée par Henri Banach de Beauval. Mais ce n'est pas la question ici, mais ça explique pourquoi l'intérêt de cette source et pourquoi on s'est focalisé là-dessus. Alors, pardon pour cette diapositive sur laquelle il y a beaucoup d'éléments, mais comme Emmanuel parlait tout à l'heure de machine learning, j'ai voulu vous montrer un petit peu comment le projet avait été conçu. Inutile de dire que, comme probablement chacun le sait, ça c'était la vision, la vue de l'esprit, une méthode de travail, un flux de travail très très linéaire, très bien organisé avec, on fait l'OCR, on fait des nettoyages avec des regex, ensuite on fait une première extraction avec Gros-Bit Dictionary, c'est là-dessus que je parlais plus. Bon, il s'est avéré, comme chacun le sait quand on fait des travaux, qu'en réalité, c'est des allers-retours, que l'OCR finalement ne marche pas aussi bien, qu'on est obligé de faire plusieurs ossérisations du texte parce que Gros-Bit ne marche pas, parce qu'une fois qu'on a du Gros-Bit et qu'on commence à faire la sérialisation en TEI, on se rend compte qu'on a d'autres problèmes et que donc il faut revenir réentraîner Gros-Bit pour qu'il fasse les choses autrement, etc. Mais l'idée, vous la voyez là, c'est qu'on avait fait des tests manuels d'annotation du dictionnaire et on s'est aperçu que c'est un travail énorme. On se pose d'ailleurs la question comment Furetière, comment Henri Banach de Beauval, le pasteur Gédéon Huet qui l'a aidé, donc tous ces gens du XVIIe et du XVIIIe siècle ont pu travailler, eux qui ne disposaient pas du tout, même pas, ils n'avaient rien des moyens informatiques qu'on a de nos jours. On voit le temps que ça nous a pris pour travailler uniquement sur la lettre C, donc on se dit c'est vraiment une entreprise extraordinaire. Donc, pour se focaliser à la main, c'est très long, c'est très difficile. Donc, on s'est appuyé sur un module. Gros-Bit, c'est un module d'extraction d'informations à partir de textes qui sont structurés. Ils se basent sur des traits génériques et sur des traits typographiques pour essayer d'extraire des informations en termes de contenu. Donc, très clairement, quand vous utilisez Academia ou ResearchGate et qu'il vous dit est-ce que cet article est de vous, c'est qu'il y a un petit bout, un module de Gros-Bit qui est passé derrière et qui a reconnu un certain nombre d'informations et qui ensuite vous les repropose. Mais en fait, ce même système, en fait, c'est un système de reconnaissance en cascade d'un certain nombre de traits typographiques et de contenu. Donc, il peut être adapté à différentes choses et nous nous sommes appuyés sur une telle adaptation au dictionnaire parce que les dictionnaires sont extrêmement structurés, sont un genre à part entière, même s'il s'est avéré que le module Gros-Bit Dictionary générique qui est écrit en Java et qui avait été conçu à partir du dictionnaire du 19e siècle, en fait, il avait d'assez mauvaises performances sur ces dictionnaires du 17e et du 18e qui sont structurés, mais pas de la façon dont on les structure
au 19e siècle, quand la lexicographie devient une science à part entière. Et c'est là-dessus qu'on va voir ce problème d'entropie informationnelle dont je vais parler dans un instant. Alors, ce qui vient après à propos du post-tagging, du base-x, etc., ça c'est plutôt sur l'exploitation. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on a utilisé Grobid pour faire ce genre d'extraction d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut extraire du dictionnaire? Voilà, je vous ai apporté un extrait d'une page. Il y a un petit peu de... j'ai essayé de faire à la fois relativement bref. On a des articles extrêmement variés. Donc, on a des entrées qui sont très courtes. On a des entrées qui proposent plusieurs sens. On a des entrées qui font plusieurs pages. Donc, ça, je ne pouvais pas vraiment vous les montrer. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une entrée? Bon, outre le mot titre, bien entendu, le headword, une des particularités du dictionnaire universel, surtout dans la version de 1701, ça existe déjà en 1690, mais c'est 1701 qui clairement change la donne sur ce point, c'est la terminologie. C'est un dictionnaire qui va vraiment s'intéresser aux termes des sciences, des arts et des métiers, qui était déjà annoncé sur la page des titres du dictionnaire de Furetière, mais on est en train de montrer que bon, Furetière finalement n'avait probablement pas conçu son dictionnaire dans cette perspective-là et que ce sont probablement plutôt les éditeurs qui ont ajouté cette page de titre pour le rendre plus vendeur. Et donc, Banage de Beauval a une commande et ça va être beaucoup plus facile pour lui de remplir cette idée de terme des sciences, des arts et des métiers. On a des étymologies et j'avais décidé de me focaliser aujourd'hui sur les étymologies parce que le thème du colloque est en lien avec la diversité linguistique, mais j'aurais pu prendre d'autres éléments. Bien sûr, des sens, des homonymes. Les homonymes sont un vrai problème, même dans la lexicographie du 19e siècle. Et je dirais que les normes TEI, même TEI Lex, ne sont pas encore tout à fait au point pour gérer les homonymes, et quelque chose qui a été très apprécié dans le dictionnaire de Furetière et que Banach reprend, ce sont les idiomatismes. Hein. Carnassier se dit aussi d'un homme goulu qui mange beaucoup de chair. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses qui donnent qui effectivement enlèvent la sécheresse du dictionnaire, on le dit beaucoup à l'époque. Beaucoup de notes encyclopédiques, hein, d'histoire, de botanique, de toutes sortes d'autres sciences, et quelques citations. Hein, on voit, et ça c'est une innovation de Henri Banage de Beauval par rapport à Furetière. Banage n'est pas sur une position aussi nette que celle de Furetière contre l'Académie française et contre le règlement du bel usage. Pour Banage, qui est d'ailleurs un immigré, qui s'adresse à une communauté française qui est coupée du socle linguistique de la France, de la maison. Donc, il sent le besoin de donner à cette communauté française immigrée en Hollande quelques exemples de bel usage. Donc, il va apporter des citations, même s'il ne dit pas, il faut absolument dire comme monsieur Untel et non pas comme monsieur Untel. Alors, il y a des flèches un petit peu dans tous les sens et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là, je pense que j'ai fait un petit peu exprès avec ces flèches pour vous dire que lorsqu'on regarde de près, on se rend compte qu'à la fois, c'est un dictionnaire, ces auteurs, Furetière et Henri Banage de Beauval, savent ce qu'ils veulent, savent quelle sorte d'informations ils peuvent donner dedans, mais en même temps, ils ne les donnent pas toujours dans le même ordre, ils ne les donnent pas toujours avec le même niveau de profondeur, et c'est ça qui pose problème à gérer du point de vue d'une édition moderne, et malgré toute la souplesse de XML, on a constamment des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a si on se focalise sur les étymologies? D'abord, on a de vraies étymologies. Ce mot vient du latin ad baubare, et on indique la source, ça c'est spécifique à Banage, on indique toujours, donc ça, cette étymologie vient de Ménage, mais on a plein de fausses étymologies qui sont en fait des traductions du camp, je l'appelle en latin beuratorium, ça ne se gère pas du tout de la même manière, c'est pas en soi un problème, mais voilà, on s'est posé la question, vu que ça apparaît au même endroit, comment on fait pour relier, comment on fait pour donner à l'utilisateur final, si je puis dire, l'idée que s'il s'intéresse
à la relation entre le français et les différentes langues qui sont venues nourrir le vocabulaire du français, il ne faut pas qu'ils regardent uniquement ce qui a été annoté en tant qu'étime, mais qu'il y a aussi d'autres choses. Bien sûr, on peut toujours faire une introduction, et on va faire une introduction savante qui va expliquer tout cela, mais on se pose la question de comment on va donner... Parfois, les gens ne lisent pas les introductions, donc je ne sais pas comment on peut leur indiquer aussi qu'il y en a plus que ce qu'ils pensent dans le texte. Alors, on a d'autres problèmes qui sont ceux de placement. Et là, j'avoue que je n'ai pas vraiment réussi à savoir comment traiter la chose. Alors, on est bien d'accord que du point de vue d'XML, peu importe où l'étymologie est placée, on va la noter de la même manière. Mais ça ne signifie pas la même chose. Parce que le plus souvent, les étymologies sont placées en fin d'entrée. Mais parfois, Furtière les place aussi au milieu d'une entrée. Et on voit bien qu'il y a une sorte de hiérarchie qui se crée dans sa tête. Vous voyez, on a le mot tête, on a les informations grammaticales, adjectif masculin et féminin pour FAD. Ensuite, on donne les sens, les différents sens. On passe je vais faire simple, je vais dire du sens propre au sens figuré. Et puis, on a l'étymologie. Ce mot vient de fatus, selon Nico. Ménage dérive de fatuitia, qu'on dit pour fadaise. Et vous voyez qu'après vient une série d'expressions idiomatiques, on dit aussi une beauté fade. Donc, assez clairement, pour Furtière, ces expressions idiomatiques sont là données pour le divertissement plus du lecteur. Alors que ce qui est de l'ordre scientifique, l'étymologie, doit venir plus haut. Hein. Ça a plus de... On parlait tout à l'heure d'autorité, ça a plus de poids, ça a plus d'autorité. Et du coup, ce qu'on voit parfois, c'est que Banach se saisit de cela et pour des étymologies qui sont initialement en fin d'entrée, il s'en sert pour en fait relancer l'entrée. Et on se pose encore la question, on peut annoter les étymologies, mais est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute un milestone ou un add-span pour montrer qu'à partir de là, Banach apporte d'autres informations, apporte d'autres choses. C'est bizarre de penser à des milestones dans un dictionnaire. On n'est pas du tout sûr que c'est la bonne façon de faire, mais c'est une des pistes qu'on explore. Alors, un autre problème qu'on a, c'est celui des langues sources. Il y en a plus d'une dizaine qui sont signalées, mais on a parfois des problèmes de désignation parce que Banach va, comme les Français, on voit que c'est encore un trait du français scientifique de nos jours, on nous apprend à l'école qu'il faut qu'on varie l'expression. Donc, au lieu de dire tout le temps ce mot vient de l'anglais, parfois Banach va dire les Anglais disent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on a une information sur l'origine de la langue, mais si j'annote comme j'ai fait ici, hein, langue, les Anglais disent, non, c'est du tagabuse. Voilà. Est-ce qu'il faut que je mette un élément vide? Si je mets un élément vide, à ce moment-là, précisément, je n'aurai pas de contenu et vous allez voir que pour la représentation, ça ne va pas être très, très facile. Ensuite, on a des problèmes d'obsolescence de certaines dénominations. Donc, un bas breton, on dit, ce mot vient du bas breton, un tel bas breton, on l'utilise plus de nos jours dans la linguistique moderne. Et j'ai un autre problème qui est lié à celui-là, c'est que, par exemple, je ne suis pas du tout certaine ce que c'est la basse latinité pour Banach ou pour Furtière, ou même pour Ménage, parce qu'on a essayé de voir si on peut le régler autrement. Qu'est-ce que c'est le grec barbare? Hein? Je suis d'accord qu'il doit y avoir, il y a une notion de grec barbare qu'on a encore nos jours, mais je ne suis pas du tout certaine qu'elle correspond à ce qu'il y avait à l'époque. Enfin, le plus gros problème, ce sont les organisations. Elles sont extrêmement différentes. On a ce qu'on appelle, je vérifie en même temps l'horloge, des étymologies simples qui vont donner une formule d'introduction, la langue, l'étymon, avec une glosse et ou une référence, donc si l'étymologie a été donnée par Ménage, par Nico, par d'autres. Mais parfois, on a des étymologies multiples. Pas de problème là non plus, on a de 1 à 4 formules comme la précédente avec quelques variations. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure sur FAD, c'est tout à fait dans ce cas. Mais on a aussi ce qu'on peut appeler des étymologies encyclopédiques où on va ajouter des notes historiques ou d'une autre nature. Donc, vous voyez ici, ce mot vient du latin fabrica qui proprement signifie forge. Et de là vient sans doute que le mot fabrique se dit quelquefois pour le lieu où on fabrique la monnaie. Voilà. Et vous voyez que j'ai la référence à la fin. Et le pire, c'est ça. Et celles-ci sont extrêmement complexes. Alors, je suis un petit peu en retard, donc je ne vais pas la lire en détail. Je préfère passer. Donc, vous voyez, ça note. Hein, du côté XML et TEI, on sait faire. Mais ce qu'on obtient, c'est quelque chose comme ça.
Je préfère passer un peu plus de temps sur cette diapo. Ce qu'on obtient, c'est quelque chose de relativement organisé et à plat, avec LBL, langue, foreign, LBL, gloss, note. À l'intérieur de note, j'ai foreign gloss, note foreign mentioned, et team langue foreign gloss, note foreign gloss. OK. Donc, j'ai à l'intérieur des teams 2 niveaux de profondeur et puis des choses relativement à plat. Alors que lorsqu'on lit ce que je ne vous ai pas lu, et je vous présente mes excuses, mais c'est parce que je n'ai pas le trou, c'est que vous voyez les rapports qu'on a. En fait, on a effectivement un mot français. L'objectif pour Banage, aussi bien que pour Chaussière, c'est d'expliquer le mot français, enfin d'expliquer, de compléter les définitions qu'ils ont données, de compléter le sens du mot grâce au rapport qui est établi avec l'étymon latin, mais de l'étymon latin, on saute à un exemple latin avec une glosse qui lui aussi va venir mettre en lumière, éclairer le mot français. Du même étymon latin, on va donner un exemple en italien avec une glosse qui va lui aussi venir éclairer le mot français. Vous voyez que de l'étymon latin, on va sauter à un dérivé latin confabulari qui va donner ensuite un autre dérivé en français. Pareillement, j'ai un exemple espagnol avec une glosse qui va venir nourrir le mot français. Donc, tout cet écheveau de rapports extrêmement complexes, finalement, je le perds complètement ici, où je suis à plat. Je peux annoter, mais je suis à plat. Du coup, même à supposer que j'ai ça, comment je vais faire pour faire visualiser cette richesse informationnelle aux utilisateurs de mon dictionnaire? Alors, la première chose, c'est que on croit fermement dans le cadre du projet d'abord à du véritable open source. Autrement dit, nous, les premières versions du dictionnaire sont déjà sur Nakala, n'importe qui peut les prendre, n'importe qui peut les décharger. Ce n'est pas le cas et je commence par la fin. Donc, en fait, je suis allée regarder, nous sommes allés regarder d'autres dictionnaires qui sont déjà en ligne, Johnson Dictionaries, l'encyclopédie de Diderot d'Arambel, le dictionnaire de Trévoux, différents dictionnaires qui sont sur Classique Garnier. Alors, la première chose que je peux vous dire, ce qu'ils ont en commun absolument tous ces dictionnaires, c'est que vous n'avez pas accès à l'XML. Vous n'avez que l'interface. Donc, ce qu'il y a derrière, personne ne sait. Cela dit, bon, c'est des projets extrêmement respectables. Ça nous a donné quand même un certain nombre d'idées à minima sur de quelle façon, qu'est-ce qu'on va offrir à notre utilisateur de notre site Internet. À minima, bien sûr, une recherche dans la nomenclature et des mots en plein texte et un alignement entre texte et image. Mais ça ne dit pas à l'utilisateur qu'est-ce qu'il y a derrière. En fait, s'il n'a pas le réflexe, s'il n'a pas l'appétence d'aller voir l'XML, comment il sait qu'il y a une information, il y a des informations qu'il peut requêter autrement. Alors, parfois, il y a des notes accessibles via des liens hypertextes ou des pictogrammes en marge. Parfois, il y a des jeux de couleurs et des jeux sur la typographie pour mettre en évidence des informations. Mais je voulais commenter tout ceci. C'est parfois assez confus dans cette utilisation de bas de caisse avec du noir et du bleu. Finalement, on confond des éléments. Alors, je vais très vite. Voilà ce vers quoi on se dirige. On se dit que, en fait, il y a 4 dimensions du dictionnaire universel et peut-être de n'importe quel texte patrimonial. Et à ma connaissance, on a plein de solutions extrêmement intéressantes, extrêmement utiles, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas de solutions qui permettent de gérer ces 4 dimensions du texte à la fois, si je puis dire. Bien sûr, dans le cas d'un dictionnaire, bon, la première chose que je veux pouvoir entrer dans le texte, trouver les entrées et trouver les entrées en contexte. Là, c'est le pivot. Voilà. Mais à partir d'une entrée, j'ai besoin de pouvoir observer sa structure interne, la structure interne de mon texte. C'est-à-dire avec l'information grammaticale, la définition, les sens, les exemples, les citations, les idiotismes. Mais j'ai besoin aussi, et ça, il me semble que c'est d'un autre ordre et que ça doit être un autre menu sur le site ou une autre vue à partir de mon document pivot. Il faut que je puisse regarder les liens internes. Si je fais tout sur la même vue, je vais perdre mon lecteur, il ne va pas les voir. Il faut que je puisse voir les liens internes, les mots dans les différentes entrées, les concepts qui sont liés, les listes des auteurs avec les différentes contributions.
J'ai bien entendu besoin d'avoir une vue document et métadonnées avec la page scannée, le document XML aligné, le document XML que je peux télécharger, les éditeurs, donc ceux qui, on en parlait tout à l'heure, tous ceux qui ont travaillé à la création de cette édition électronique et les paratextes. Mais on a besoin aussi de pouvoir faire, notamment dans le cas du dictionnaire universel, des liens externes. Le dictionnaire est basé sur toutes sortes d'ouvrages scientifiques. Ces ouvrages scientifiques, à leur tour, sont en cours de numérisation. Ces sources, montrer le lien entre ces sources, montrer l'intertexte du dictionnaire et ses influences par rapport à d'autres dictionnaires, comment je mets en lien mon dictionnaire universel avec le dictionnaire de Mott au Danemark, ça c'est quelque chose qu'on tâtonne. Je ne pense pas qu'on ait de solution globale pour éditer ce genre de choses. Et juste pour terminer avec les étymologies, voilà ce à quoi on a pensé. Pour l'instant, très bêtement, un système de boîtes qui sont censés dire au lecteur, à chaque fois que tu as une boîte, en fait, c'est une partie de l'information sur laquelle on peut zoomer. Il y a des éléments dedans. Hein. Et bien sûr, les couleurs, donc le vert pour indiquer les langues sources, tout ce qui est qu'est-ce que je veux dire, orange, couleur brique comme ça, donc tout ce qui est en une langue étrangère, les glosses en bleu, voilà, et d'autres éléments sur lesquels on va pouvoir jouer sur les couleurs. Je ne suis pas tout à fait contente, je pense que ça ne répond pas à cette richesse de liens dont on parlait tout à l'heure, mais ça me paraît mieux que de juste donner un bloc d'étymologie et dire débrouillez-vous en regardant l'XML comment on peut faire après. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé et je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Donc, peut-être sans attendre.